La date de ce meeting aujourd'hui a été choisie parce qu'il s'inscrit dans un moment très important du mouvement de lutte contre le projet de réforme des retraites, puisque cette semaine va être décisive. Voilà, donc c'était pas gagné, mais il faut savoir aussi qu'ici on a une spécificité. On fonctionne en coordination des partis constituant la NUPES et on intègre également d'autres composantes qui sont GDS, le POI et Ensemble. Donc cette coordination se réunit une fois par mois depuis les législatives et c'est grâce au travail collectif que nous y menons que nous avons su organiser nos cortèges dans les manifestations et on a aussi su organiser ce meeting. Dans cette coordination, les discussions se mènent dans le respect des spécificités politiques de chacune des organisations, en actant ce qui nous rassemble et que ça permet de construire notre force commune et nécessaire et avec vous. Alors maintenant, je vais laisser la parole, dans l'ordre que je vous donne ici, à Emma Camelot, qui est conseillère municipale dans l'opposition face à Bayrou, à Pau, Gérard Filoche, qui va parler pour GDS, Isabelle Larouille, qui est conseillère régionale, qui parlera pour le PC, Alexis Corbière, député LFI, Franck Lamas, représentant départemental pour Génération et élu au Conseil général, et Iñaki Echaniz, député pour le PS. Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être là ce soir. Ce que Bénédicte a juste oublié de dire, c'est que oui, je suis conseillère municipale et conseillère communautaire, écologiste, et je suis très heureuse de représenter ce soir Europe Écologie Les Verts. Je vois parmi vous dans la salle beaucoup de visages qui sont familiers, que je croise dans les manifs, dans les événements locaux, culturels, sportifs. Sportifs pas trop, mais quand même un petit peu. Et politiques, et j'en suis ravie. Je suis ici élue locale, et déjà en tant que telle, je voudrais remercier mes collègues d'être venus jusqu'ici, jusqu'à Pau. Et justement, je suis une élue locale en première ligne, avec mes collègues du conseil municipal. Et je suis en première ligne pour constater que la semaine dernière, nous étions 22 000 dans les rues de Pau pour une mobilisation historique. Et ils attendent de nous que nous renoncions, que nous faiblissions. Croyez-vous que nous allons faiblir? Non, c'est tout le contraire. Il faut que nous soyons plus nombreux encore la prochaine fois. Pourquoi plus nombreux? Parce que cette mobilisation est historique. Pourquoi plus nombreux? Parce que cette réforme touche tout le monde. Vous, vos voisins, vos amis, vos parents et vos enfants même par la suite. Pourquoi plus nombreux? Parce que cette réforme est injuste. Et que ce qui nous réunit ici ce soir, nous, les socialistes, les communistes, les insoumis, les écologistes, et toutes celles et tous ceux qui sont ici ce soir, c'est justement la justice sociale. Cette réforme est injuste pour les plus fragiles. Elle est injuste pour les femmes. Elle est injuste pour celles et ceux dont la pénibilité au travail est reconnue. Elle est injuste pour ceux et celles qui ont commencé à travailler dès le plus jeune âge. Je pense ce soir à Noël, à Tsem dans une école maternelle paloise pendant 30 ans, obligée d'apprendre un nouveau métier à 50 ans, parce que le corps est usé par les soins aux tout-petits et ne suit plus. Eh bien, malgré ça, nous allons permettre qu'il lui faille travailler 2 ans de plus. C'est pour Noël que nous devons nous mobiliser, et pour toutes les Noëls que nous devons être plus nombreux encore la prochaine
prochaine fois. Je pense à Pascal, qui après 35 ans de bons et loyaux services dans la même entreprise locale, a craqué, pressé comme un citron par une hiérarchie toujours plus avide de gains, et qui se retrouve sans emploi à 55 ans, brisé et sans aucun espoir qu'une entreprise lui redonne sa chance. Va-t-il devoir attendre 9 ans au chômage, 9 ans pour atteindre le droit à la retraite? C'est pour Pascal que nous devons nous mobiliser, et pour tous les Pascal, que nous devons être plus nombreux encore la prochaine fois. Je pense à nos amis de la Confédération paysanne, aux maraîchers qui nous nourrissent, qui vont devoir primer pour une retraite indigente. Et nous allons accepter que leur vie de travailleur soit rallongée de 2 ans. C'est pour tous les agriculteurs et toutes les agricultrices que nous devons nous mobiliser et que nous devons être plus nombreux encore la prochaine fois. Je pense à mes amis aussi, toutes ces femmes nées comme moi entre 1960 et 1968, qui vont devoir trimer, qui ont trimé, et toutes ces femmes pour qui les trimestres maternité vont passer à la trappe. Parce que oui, pour nous les femmes, c'est la double peine. Toute notre vie, nous avons des salaires et des promotions inférieurs à ceux des hommes. Et oui, c'est encore ça la réalité des femmes en 2023. Beaucoup d'entre nous auront tout leur trimestre à 61 ou 62 ans. Et nous devrions pourtant travailler jusqu'à 64 ans. Nous, les femmes, nous sommes les grandes perdantes de cette réforme. C'est pour toutes mes amies, toutes vos amies, toutes les femmes que nous devons nous mobiliser encore et être toujours plus nombreuses la prochaine fois. La pandémie a éreinté nos jeunes. Il n'y a jamais eu autant de bénéficiaires de Restos du Cœur. Les étudiants sont à bout. On nous annonce qu'il faut se préparer à vivre avec 4 degrés de plus. Les canicules abîment les corps. L'inflation galopante paupérise les plus fragiles. Et dans le même temps, il n'y a jamais eu autant de super profits. Je suis paloise et je suis écologiste, 2 bonnes raisons de vous parler de Total. Ou plutôt, des richesses de Total. Les profits de Total, ce sont ces salariés qui les génèrent. Et il n'est pas question ici de combattre ces salariés-là, qui sont pour certains et certaines palois comme nous, qui sont nos amis, les parents des copains de nos enfants, nos voisins. Mais les super profits de Total, ceux-là sont générés par la spéculation sur les matières premières et les marchés financiers. Mais chez Total comme ailleurs, seul le travail des salariés contribue aux cotisations sociales et à abonder la caisse de retraite. Mais jamais, jamais les super profits de la spéculation ne sont mis à contribution. Jamais! À lui seul, Total annonce 20 milliards d'euros de bénéfices en 2022, quand le gouvernement annonce 14 milliards possibles de déficit en 2030 pour le régime des retraites. Comment ne pas faire le lien? La vérité, c'est que toujours, on préfère prendre un peu au plus grand nombre que beaucoup à ceux qui ont déjà tout. Parce que le vrai problème, ce sont ces super profits qui ne profitent à aucun d'entre vous, à aucun d'entre nous. Et que dire de toutes ces associations qui tiennent debout grâce aux jeunes retraités? À Pau, l'association d'enseignement aux enfants malades, les associations qui enseignent le français aux primo-arrivants. Que dire de tous ces jeunes retraités, grands-parents aidants, qui sont là pour faciliter la vie de parents éreintés par des vies professionnelles chronophages,
des temps de transport toujours plus longs, des journées en télétravail qui finalement ne s'arrêtent plus. Priver notre société de ces jeunes retraités, c'est une désorganisation délibérée de notre mode de vie. Aujourd'hui, même la majorité parlementaire s'effrite. Même eux ne sont pas d'accord sur cette absurde réforme. Le maire de Pau, François Bayrou, qui défend depuis le début le passage en force avec le 49.3, a déclaré hier, pas plus tard qu'hier, au grand jury RTL qu'il était favorable à un référendum. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce qu'il s'est rendu à l'évidence. Nous sommes de plus en plus nombreux à rejeter cette réforme. Parce que ces administrés, vous, les Palois et les Paloises, étaient 22 000 dans la rue la semaine dernière. C'est pour toutes ces raisons que nous devons toujours être plus nombreux et ne rien céder, ne pas faiblir. Chaque jour qui passe doit renforcer notre détermination. Aujourd'hui, on veut nous voler 2 années de liberté, à nous, les citoyennes et les citoyens, plutôt que de trouver de nouvelles solutions pour être solidaires les uns des autres. Alors, imaginons, tous ensemble, de nouveaux moyens d'être solidaires. Reprenons le pouvoir sur nos vies et n'oubliez pas, les seuls combats perdus d'avance sont ceux qu'on ne mène pas. Alors ce combat-là, nous le mènerons pour le gagner tous ensemble. Et cela dès mercredi, ensemble à 10h30, place de Verdun. À mercredi les amis. Bon, on prépare le 15 mars. Nous avons le rapport de force. Enfin, il y a eu 5 millions de personnes qui ont manifesté au moins une fois dans les 7 premières manifestations. Je suis un vieux militant, je crois que j'ai jamais vu ça. J'ai toujours rêvé d'un autre mai 68, j'en rêve à chaque heure en ce moment. La dernière fois que je faisais un meeting comme ça, il y avait un camarade de la CGT de Renault, une autre boîte de Renault, des cadres. Et il m'a stupéfié, il a dit on est 750. Il y avait 2 syndiqués, moi et un autre. Quand les manifs, j'étais tout seul. Là, on est parti à 10. Ça vous fait rien que je passe de 2 à 10. Mais pour moi, c'est énorme. Alors depuis, je cherche à convaincre le 11e, le 12e, le 13e, le 14e, le 15e. Et quand j'écoute les discours du gouvernement, j'ai de quoi être... Enfin, vous avez entendu Gabriel Attal, c'est comme ça. Pour moi, il a des yeux de drone. Il ne regarde pas dehors, il se regarde quand il parle. Et ce matin, il osait dire, il y en a assez de l'impôt. Les adversaires des 64 ans volent des impôts partout, des taxes, des impôts. Au bout de combien de mois de débat, il ne sait pas encore que la retraite, c'est pas l'impôt. La retraite, c'est pas l'impôt. C'est la cotisation sociale. C'est sur nos salaires. La partie brute du salaire, la partie mutualisée, mise dans un pot commun et redistribuée à chacun selon les besoins. Quand on est malade, quand on est en chômage, quand on est en charge de famille nombreuse, quand on cherche un toit, quand on est en retraite et quand il y a un accident du travail. Eux, ils appellent ça charge. C'est pas une charge, c'est un bonheur. C'est ce qu'il y a de plus beau dans notre société que les cotisations sociales. Mais ils ne veulent pas parler de cotisations sociales. Ils veulent toujours mélanger les choses, mettre sur le même plan l'impôt et la cotisation. L'impôt, il n'est pas préaffecté. Il peut aller à de l'armement, un 2e sous-marin, un 3e porte-avions nucléaire.
Tandis que la cotisation, elle est préaffectée. Elle est cotisée pour un but, et elle doit servir à ça. Et constitutionnellement, chaque fois qu'ils essaient de le détourner, de le supprimer, ils doivent rembourser, ils ont un problème. Et en vérité, c'est parce qu'il y a des budgets séparés. Et ça, jamais. Oh, la dette, la dette, la dette. Quelle dette? D'abord, il y a 3 budgets. Donc, il y a 3 sortes de dettes. La dette de l'État, l'État, c'est un budget d'environ 500 milliards. 80% de la dette vient du budget de l'État. Ah, forcément, ils ont baissé les recettes. On baisse les impôts, tu baisses les impôts. Ils donnent des fortunes. Les premiers qui reçoivent des allocs dans ce pays, c'est les patrons. 207 milliards. 207 milliards, 40% du budget de l'État l'année dernière. Alors évidemment, l'État, il génère 80% de dette. Après, il y a un deuxième budget, les collectivités territoriales, vous connaissez. En gros, c'est 250 milliards. Mais le troisième budget, c'est le nôtre. C'est celui de notre feuille de paye. Et on ne la regarde pas assez. Il faut regarder toutes les petites lignes. Et sur notre feuille de paye, il y a écrit qu'il y a 500 milliards en gros qui vont à notre santé, à peu près 350 milliards en gros qui vont à notre retraite, 850 milliards. C'est le budget le plus important. Et qu'est-ce qu'il génère comme dette? Les 10% à peine. Les 10%, c'est rien sur 850 milliards, excusez-moi de le dire. L'État n'est pas un ménage. Il doit investir, il doit soigner, il doit protéger, il doit aider, il doit compenser, il doit assurer. C'est le budget de 850 milliards. C'est celui-là qui s'attaque, ils ont toujours soin de le mélanger avec les autres. Alors qu'ils aient pourri le budget de l'État, c'est leur choix. Hein. C'est eux qui ont fait 3 000 milliards de dettes. Mais qu'ils pourrissent notre budget à nous, ça ne c'est pas notre choix. Et en plus qu'ils nous disent, c'est parce que dans votre budget à vous, il y a des trous. Si vous vous rappelez, dans le temps, ils présentaient les trous de la sécurité sociale pour faire peur, ils appelaient ça les trous cumulés. Quelquefois qu'un trou tout seul ne suffise pas à faire peur. Et sur nos retraites, ils ont inventé qu'il y aurait peut-être un trou entre 2024, l'année prochaine, et 2032. Le corps, Conseil d'orientation des retraites, dit jusqu'en 2070, ça va. Mais il y a 6 ans, ça ne va pas. Et à cause de ça, tout ce saint-foin qu'on subit, c'est à cause de ça. Mais sait-on que le fonds de réserve des retraites, mis en place alors par Lionel Jospin, moi j'étais contre, mais on m'a dit c'est bon, ça peut servir. Bon, et comme tous les fonds de pension, vous savez, ça va et ça vient, ça monte et ça descend. Hein. Donc le fonds de pension, même s'il était public, de réserve des retraites, ben, il a perdu en 2008 la moitié de sa valeur, quand il y a eu l'effondrement. Là, je le dis au passage, parce que si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis avec un autre effondrement des banques, il faut dire à tous les gens, ne mettez pas de sous de côté pour votre retraite. N'allez pas le mettre dans des fonds de pension. Ils vous prendront tout. Ils vous couleront. Vous n'aurez plus rien. C'est-à-dire, là, c'est pas là qu'il faut mettre. Il faut avoir confiance dans ceux qui travaillent. Parce que la retraite est basée sur la cotisation, elle est basée sur le travail, et elle va directement, en temps réel, de ceux qui travaillent à ceux qui sont en retraite. Et moi, je suis en retraite. Vous travaillez. Je vous aime. Vous êtes bien plus solide et désirable qu'un fonds de pension. Il y a beaucoup plus de certitude dans votre travail que dans une épargne, dans une banque. Et par conséquent, il faut garder ce principe de la cotisation de celui qui travaille entre générations à celui qui ne travaille pas, mais qui ne peut plus travailler. Et ça n'est pas un impôt. Ça n'est pas une épargne. C'est une cotisation. Et donc, s'il y a un petit trou là, alors, 24, 32. Alors, le fonds de réserve des retraites, aujourd'hui, il est de 30 milliards. Il le comble complètement. Les retraites complémentaires, c'est 116 milliards. Et l'année prochaine, un truc qui a été inventé par Juppé en 1995 et qui s'appelle la CADES, se termine. C'est-à-dire qu'on paye 24 milliards de moins l'année prochaine, chaque année. C'est-à-dire qu'il y a 24 milliards de moins à payer chaque année de 24 à 32. Où il est le trou? Où y a-t-il une explication pour avoir besoin de combler alors qu'il y a des sommes absolument fabuleuses qui sont collectées grâce à notre travail? Et puis après tout, hein, vous augmentez un peu le salaire. Hein, avec une inflation alimentaire qui est à peu près à 25%. Vous augmentez le salaire brut et net, bien sûr.
Et immédiatement, ça avance. Vous faites l'égalité salariale femmes-hommes, avec 25% d'écart de rattrapage à faire. Vous êtes sûr que vous comblez non seulement le trou présumé, mais vous pouvez peut-être imaginer la retraite à 60 ans, et même à 55 ans dans les métiers pénibles. Moi, j'ai fait 30 ans d'inspection du travail, j'ai dû visiter quelques milliers de chantiers. Chaque fois, je voyais un gars de 55 ans avec sa brouette dans un chantier de démolition qui était en train d'abréger ses jours parce qu'il était déjà en incapacité de travailler. Je me disais que dans le bâtiment, la retraite devait être à 55 ans. Il paraît que c'est pas possible, c'est un privilège. Mais qu'est-ce que c'est un privilège pour les égoutiers? Les égoutiers, l'espérance de vie moyenne est de 58 ans. Avant tout ça, ils avaient la retraite à 50. Ils ont été montrés du doigt, régimes spéciaux. Ah, c'est passé à 55, puis à 60, puis à 62, puis on va les mettre à 64. Mais dans l'immense majorité, ils seront morts avant d'avoir la retraite. Et c'est valable dans tous les métiers pénibles. Et alors, qu'est-ce que c'est les métiers pénibles? Alors là, ils ont du mal. Ils avaient mis 10 critères, des taux d'usure à 10% pour le coude gauche, à 20% quand vous avez les deux coudes. La pénibilité n'est pas individuelle au travail. Elle est collective. Vous ne pouvez pas distinguer. De toute façon, il y a 4600 médecins du travail, 4600 médecins du travail pour 25 millions de salariés. Il n'y a aucune chance qu'ils s'occupent de vous. Ils ne vont pas savoir votre pénibilité individuelle. La seule chose qui peut compter, c'est votre branche, votre métier, un accord, une négociation, c'est où on prend en compte la pénibilité globale qu'il y a dans cette branche-là, et on compense la nuisance, la souffrance, par d'autres choses, en termes de salaire et en termes de retraite. Ça se faisait toujours comme ça. Comment pose-t-il supprimer les conventions collectives? Parce que c'est des conventions collectives. N'utilisez pas le mot régimes spéciaux, s'il vous plaît. De même qu'il n'y a pas de charge sociale. Utilisez le mot convention collective. Une négociation et une signature dans la branche donnée entre les partenaires sociaux pour pouvoir arriver à compenser les nuisances. C'est une compensation, ce n'est pas un privilège, c'est une compensation. Alors ça c'est pour la pénibilité. Puis ils ont inventé quoi pour couvrir leurs méfaits? De mettre à l'index les entreprises qui vireraient les seniors. Personne n'est allé jusqu'au fond de cette question. Et vous croyez que si on fait un mur de la honte et un mur de l'honneur, les bonnes entreprises qui gardent les seniors, et puis les mauvaises entreprises qui les virent, ça va changer quelque chose? Ça ne changera rien. La DRH de l'entreprise fera un tableau Excel sous les ordres de son employeur, et comme il n'y a pas de sanction, ça restera comme avant. D'ailleurs, c'est déjà le cas pour l'inégalité salariale entre femmes et hommes. Pénicaud a repris la chose, elle a fait un tableau, honte, honneur, etc. Il y en a que 30% qui l'ont fait, et ça n'a rien changé à l'inégalité salariale. Parce que si vous n'avez pas un contrôle, un inspecteur, une sanction en référé et avec un juge, ils ne changeront rien. L'AFP, je crois, vient de dire qu'à ce rythme-là, l'égalité salariale homme-femme sera atteinte dans 250 ans. Moi, je vous la fais en 6 mois. Je vous dis comment faire juridiquement. Et je vous dis comment faire en protégeant les gens du licenciement. Je vous dis, avec une loi sur le licenciement, qu'on peut empêcher les gens de se faire virer à 55, 56, 57 ans, de devenir inaptes, malades ou écartés de l'emploi, et donc écartés de la retraite. Tout ce système n'est ni fait à faire dans ce qu'ils font. Et l'argent, qu'allons-nous dire, ça a été dit avant moi, et tout le monde va se répéter, je crois, là-dessus. Jamais la France n'a été aussi riche, et les richesses aussi mal partagées. C'est ça le fond du problème. Les salariés français, on est 30 millions. En 1910, on était 3 millions. Aujourd'hui, 30 millions. Ils veulent nous reprendre ce qu'on a gagné quand on n'était même pas la moitié. Jamais nous n'avons été aussi forts en tant que salariés. Ingénieurs et balayeurs, infirmières et caissières, métallos et cheminots. Nous sommes tous dans la même baraque. Nous n'avons que notre force de travail à vendre. Et à partir de cette force de travail, se dégage le salaire brut et nos retraites. C'est à ça qu'ils s'attaquent globalement. C'est ça que globalement ils veulent détruire. Et que nous ne voulons pas laisser détruire. Et que nous allons être nombreux le 15. En rajoutant tout de suite quelque chose. Le plus bel âge de la retraite, c'est entre 60 et 65 ans. Je vous le dis. Vous pouvez faire de la guitare, vous pouvez apprendre le piano,
Vous pouvez vous mettre à la peinture, visiter les musées que vous n'avez jamais visités, faire les randonnées, vous occuper de vos petits-enfants, militer avec la TD Quart de Ronde, soutenir votre union locale syndicale entre 60 et 65 ans. Si vous êtes encore en forme, si vous avez une retraite digne, vous ferez 1000 fois plus parfois que ce que vous avez pu faire dans toute votre vie. Et le travail, et entre 60 et 65 ans, c'est les plus dures années au travail. Les plus dures. Alors, on vit peut-être plus longtemps, comme ils disent. Encore. Qui vit plus longtemps? Et après, ils disent, oh ouais, mais il faut travailler plus longtemps. Mais le corps humain, il n'a pas changé. La biologie du corps humain à 55, 56, 57 ans, tout devient plus difficile, mentalement et physiquement. Évidemment qu'on meurt plus au travail, il y a plus d'accidents du travail aujourd'hui. Et les accidents du travail, Dussopt n'a pas pensé à faire un index. Mais la France est championne, hélas, des accidents mortels du travail dans les 2 dernières années dans l'Union européenne. Ils le cachent, ça fait pas les unes des journaux, les accidents du travail. Mais pourtant, nous sommes recordman devant la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie. C'est la France qui a le plus d'accidents du travail. Et deuxièmement, la Cour des comptes, 7 décembre dernier, un accident du travail sur 2 est déclaré. Seulement 1 sur 2. Les patrons trichent avec. Pour ne pas avoir d'injonction, pour ne pas avoir à endosser la responsabilité de ces accidents. Et on a quoi? 550 accidents mortels par an. 700 suicides liés au travail. 4500 handicapés du travail. Et je ne parle pas des maladies professionnelles qui sont extrêmement difficiles à reconnaître et qui sont maintenant par dizaines et centaines de milliers. Parce que le travail, c'est plus les coups de grisou. Les gens en Corse, ils nous cultivent ce schéma. Il y en a un, c'est Patria, là. Je crois qu'il a inventé que le travail n'était pas comme avant parce que les salariés avaient des exosquelettes qui les aidaient dans leurs gestes. Ah, pas chez Amazon, bien sûr. Mais, et dans le département en question, il y a un journaliste qui a fait son travail. Il a examiné ce département de la Côte d'Or. Combien il y avait de salariés avec un exosquelette dans tout le département? Il en a trouvé 2. Et après, il a cherché le prix des exosquelettes. 7 500 € le prix de l'exosquelette. Alors évidemment, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de partir plus tôt, pour en profiter plus tôt. Et si on vit plus tard, c'est pour en profiter longtemps. « 60 ans à taux plein. 60 ans à taux plein. Calculez sur les 10 meilleures années. Faites un nombre d'annuités qui correspond à ce que la masse des salariés fait. Calculez la retraite là-dessus. Et je vais vous dire quelque chose, ça rapportera à leur économie incluse. Parce que tout ce qu'on ferait avec, tout ce qu'on produira avec, tout ce qu'on animera avec, tout ce qu'on consommera avec, ça sera autre chose que leur monde étriqué, divisé, où il y a les pauvres et de plus en plus riches au sommet. La retraite, la défense de la retraite aujourd'hui que nous menons, c'est la défense de la société dont on peut tous et dont on veut tous rêver. Et c'est contre leur société caricaturale. J'ai toujours du mal à parler de Macron. Je veux dire, c'est un individu venu d'ailleurs, commandité par la finance, qui décide tout seul, sans démocratie, là-haut à l'Élysée, de nos vies ici. Nous sommes des millions et des millions. On va gagner. On va gagner. Merci Gérard. Isabelle Larouille. Merci. Difficile de prendre la parole après Gérard, mais je vais quand même oser et approfondir certains points qui ont été dits, même si mon moral est en berne. Entre 60 et 65 ans, le meilleur âge de la vie, je serai au boulot, mais bon. Sauf jour de neige ou de grève des bus, la file d'attente commence régulièrement dès 6h30 le matin au Resto du Cœur, à Pau, alors que l'entrepôt n'ouvre qu'à 9h pour la distribution des denrées les lundis et jeudis. Le responsable du site ouvre un premier portail avant de faire patienter les gens devant la porte d'entrée.
Les bénévoles qui y travaillent s'inquiètent de plus en plus de l'incroyable affluence à laquelle ils doivent faire face pour cette 38e campagne hivernale. Si vous passez devant le Secours populaire ou le Secours catholique, vous verrez le même spectacle de la pauvreté qui enfle démesurément. Au niveau national, les responsables constatent 22% d'augmentation du nombre de personnes qui demandent de l'aide au Restaurant du Cœur, situation qu'on n'a jamais connue aussi rapidement et aussi fortement. 50% des personnes accueillies sont des jeunes. La situation est inquiétante sur la petite enfance. 110 000 bébés de 0 à 3 ans sont accueillis au seul Resto du Cœur et nombre des demandeurs sont des femmes seules. Plus d'un salarié sur 4 est à 2 doigts du burn-out, dit le dernier baromètre OpinionWay. 44% d'entre eux présentent même de la détresse psychologique, accompagnée des symptômes de dépression et d'épuisement. Pour 74% d'entre elles, c'est lié au travail. Elles, en effet, les plus touchées sont les femmes. 49% du total des femmes, les moins de 29 ans, 55%. Avant même l'éventuelle retraite Macron, 6 personnes sur 10 pensent que leur état de santé ne leur permettra pas de travailler jusqu'à la retraite. Un des principaux caractères du néolibéralisme financier et macronien, c'est l'aggravation des conditions de travail et d'exploitation liées à la baisse tendancielle des salaires afin de créer de la valeur et d'augmenter les taux de profit du capital. C'est d'ailleurs ce qu'annonce Macron, il faut travailler davantage pour créer plus de valeur. Ce qui manque, c'est la question d'après. Pourquoi faire ? Selon l'Observatoire de la vie étudiante, 56% des étudiants et étudiantes avouent ne pas manger à leur faim. Un étudiant sur 3 fait face à des conditions de logement précaires et un nombre croissant d'étudiants sont sans logement. À Pau et ailleurs dans le département, des élèves arrivent le ventre creux. Leur seul repas est celui de la cantine. Combien de mineurs isolés dorment dans les rues cet hiver ? Plus simplement encore, combien de gens, de familles ne mangent pas à leur faim ici, chez nous ? Beaucoup trop de toute façon. Qu'est-ce que c'est que cette société où la richesse s'accumule de façon indécente, inutile et destructrice d'un côté, et où celles et ceux qui créent les richesses par leur travail ont de plus en plus de difficultés? C'est inacceptable et ça suffit. La cause de cette incroyable décadence de notre République sociale, c'est le bas niveau des salaires, le développement de la précarité, du temps partiel imposé, du mirage de l'auto-entrepreneuriat. C'est l'inflation qui fait grimper les prix pendant que les salaires stagnent et que les profits et les versements de dividendes augmentent. C'est en fait une stratégie d'accaparement, comme le montre un rapport récent de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Il explique que cette réforme des retraites est destinée à créer une concurrence supplémentaire entre salariés. Afin de peser sur les salaires, il prévoit une baisse de 3%. De son côté, Michaël Zemmour explique que le gouvernement qui annonce vouloir baisser le déficit de l'État à 3% s'est lui-même placé dans la difficulté en baissant les impôts sur les grandes entreprises, sur les impôts de production, en baissant les impôts des riches, en baissant la taxe d'habitation, ce qui crée au passage les difficultés aux collectivités territoriales. Pour réduire rapidement ce déficit, il a fait le choix de réduire sévèrement les dépenses publiques. Il s'est attaqué aux services publics, ce qui ressent de plus en plus cruellement. Et pour frapper fort, il a choisi les retraites, ce qui a pour lui l'avantage d'être une économie structurelle qui se renouvelle. Dans le même temps, comme dit l'autre, l'accélération de la politique néolibérale conduit à l'accélération de la productivité individuelle, sa surexploitation des salariés, qui se traduit par une aggravation lourde des conditions de travail, un allongement de la durée, dans la semaine comme dans la vie. Et on a une partie de la réponse à ma question de tout à l'heure, pourquoi faire ? L'autre partie se traduisant par une frénésie financière stérile, voire conduisant à des crises comme en ce moment dans la Silicon Valley et à des guerres. En 2022, les entreprises du CAC 40 ont distribué un montant record de 80 milliards d'euros à leurs actionnaires. La moitié sont des sociétés de production de pétrole et de gaz, ainsi que des sociétés financières. En février, le glissement annuel des prix à la consommation, comme on dit poliment, a ainsi atteint 6,2% en France. Aux normes européennes harmonisées, l'inflation française est même de 7,2%. On annonce un Mars rouge, de colère sans doute, comme l'ont montré les magnifiques manifestations de ces jours-ci. Connaissez-vous quelqu'un de sensé qui accepte de voir le niveau du prix du litre de carburant grimper au même rythme que les profits des compagnies pétrolières et des dividendes distribués aux actionnaires ?
Connaissez-vous quelqu'un de sensé qui accepte de voir des boulangeries, des charcuteries, des ateliers fermés à cause de l'envol indécent du prix du gaz? Des couvreurs ne peuvent plus travailler car ils ne trouvent plus de tuiles. Des vignerons ne peuvent plus vendre leurs jurançons car l'usine qui leur fournit les bouteilles a dû fermer car le gaz est trop cher. Des écoles, des collèges, des lycées, des facs, des services publics où il fait froid. Et tout cela s'accompagne de la dégradation de ces services publics qui sont au service de tous, mais qui sont la seule richesse des pauvres. Et il est vital de remarquer que les zones de notre pays le plus privées de services publics sont celles où le vote RN est le plus important. Comble de toute cette destruction organisée de la République sociale, des attaques programmées contre les conquis sociaux, notre sécurité sociale est gravement menacée de privatisation par l'asphyxie volontaire de son financement, tel que l'avait prévu Croizat et le gouvernement à la Libération. Les cotisations dites salariales et le salaire socialisé que représentent les cotisations dites patronales. Les 90 milliards de suppression de ces dernières cotisations manquent volontairement au budget de la Sécu, comme il manque à celui des retraites. Depuis 1993, les réformes régressives des retraites ont particulièrement frappé les femmes. On est passé des 10 meilleures années aux 25 meilleures années. Les années de temps partiel, les congés parentaux sont entrés dans le calcul de la pension et en abaissent le montant. À cause du report des bornes d'âge à 62 et 67 ans et à cause de la décote en 2010, 19% des femmes et 10% des hommes sont déjà obligés d'attendre 67 ans pour partir à la retraite. Depuis 2014, à cause de l'allongement du nombre d'annuités nécessaires, 40% des femmes et 32% des hommes partent avec une carrière incomplète. Ils font ce choix. En 2003, les droits pour enfants ont été diminués dans la fonction publique. La bonification d'1 an par enfant de durée cotisée pour les femmes fonctionnaires a été remplacée par une majoration de 6 mois de durée d'assurance qui sert uniquement pour le calcul de la décote. C'est une constante effrayante. De réforme en réforme, ce sont les femmes qui sont à chaque fois les plus visées. Et Macron ne fait pas mieux. Pire encore, il ajoute le cynisme à la présentation orwellienne de décisions brutales. Une réforme de gauche s'avère votée par la seule droite. Une réforme pour les femmes s'attaque d'abord à elles. Une réforme de justice sociale découvre de plus en plus sa profonde injustice. Un profond souci de défendre la retraite par répartition s'accompagne par l'organisation d'un vote par ces parlementaires à la botte du capital pour inciter à la capitalisation pour la retraite. Sûr que les smigards, les aides-soignantes, les AESH, les précaires, les paysans et les épouses d'exploitants agricoles qui viennent enfin d'avoir un peu augmenté leur petite retraite grâce à la loi Chassaigne, les artisans ont dû sauter de joie en apprenant cette nouvelle. Comme j'ai quelques pointures quand même dans cette réunion publique, Gérard, qui nous a fait la très belle prestation et dont je lis avec plaisir et profit les chroniques dans l'UMA. Alexis, dont j'ai apprécié ses interventions, qui démontent la réforme Macron, et Iñaki, mon camarade de syndicat, qui a cloué le bec à l'Assemblée au désastre du SOPT. Je n'aborderai pas davantage le redoutable projet politique et financier de la réforme Macron, je leur en laisse le soin de la sortir de son ombre cauteleuse pour mieux la combattre. J'évoque surtout les attaques contre les femmes, et je réponds à la demande de mes amis du Parti communiste qui m'ont fait l'honneur de les représenter ce soir, alors que si je suis élue communiste au Conseil régional, je ne suis pas membre du Parti communiste français. Les inégalités entre les femmes et les hommes à la retraite sont lourdes. Elles touchent une retraite inférieure de 40% à celle des hommes. Derrière ce chiffre choquant, il y a la réalité de la pauvreté des femmes en France. Il y a un système qui dysfonctionne. En retour, cela veut dire que résoudre cette inégalité avec une autre réforme des retraites est une solution profonde et structurelle qui bénéficierait à toutes les générations. Alors qu'elles font plus d'études, les femmes sont aujourd'hui dans leur carrière pénalisées par rapport aux hommes, à la fois sur leur salaire, de plus de 22% inférieur à ceux des hommes, sur leur promotion, sur leur déroulement de carrière. Elles sont victimes de très fortes inégalités professionnelles et à la fin, cela se répercute sur les retraites. Ces inégalités résultent aussi d'une durée de carrière hachée en raison de la garde des enfants, du manque de places en crèche, des congés parentaux, aide à la famille, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et bien sûr de temps partiel subi. Le taux d'activité des hommes est de 92%, tandis que celui des femmes est de 84%. Il existe, comme l'a dit Gérard, depuis 1972, de multiples lois pour l'égalité salariale et professionnelle, qui ne sont pas appliquées. C'est un scandale d'État car ces lois sont non contraignantes.
Dans la vie professionnelle, les femmes subissent de nombreuses contraintes au travail, qui non seulement ne permettent pas de construire une carrière dans de bonnes conditions, mais cela prive aussi le monde du travail de talents et de forces considérables. Si le taux d'emploi des femmes et leur rémunération étaient égaux à ceux des hommes, le PIB de la France bondirait de 6,9%. La réforme des retraites de Macron est un recul pour le droit des femmes. Pour survivre, les femmes qui le pourront vont être incitées à travailler jusqu'à 67 ans pour avoir accès à une retraite à taux plein. Alors qu'en moyenne, l'espérance de vie en bonne santé des femmes est de 64 ans. Mais cet âge en bonne santé est évidemment moindre pour les femmes dans les métiers avec beaucoup de pénibilité, qui sont loin d'être reconnus comme tels. Les métiers d'aide à la personne, les crèches, les ménages et autres métiers à horaires décalés. Et ce sont précisément elles qui ne peuvent pas cotiser tout leur trimestre. La double peine est organisée contre elles. Derrière la bataille pour les retraites, tout le monde voit bien qu'il s'agit d'un choix majeur et idéologique de société pour l'ensemble des salariés. Macron, ses employés banquiers et ses employeurs banquiers et ses employés ministres, sans oublier ses turiféraires, blablatent sans arrêt en accusant la grande majorité du peuple de notre pays de refuser la réforme. Alors qu'une réforme progressiste des retraites, c'est possible si nous nous engageons et si nous y travaillons ensemble. 1, pour la mise à contribution des revenus du capital. 2, pour l'augmentation des salaires et la modulation des cotisations. 3, pour l'emploi. 4, pour l'égalité salariale femmes-hommes. Agir résolument sur ces 4 leviers, c'est créer les conditions d'une nouvelle innovation sociale et démocratique pour les retraites. 2 leviers concernent directement notre proposition de réforme du système de retraite. Les 2 autres concernent le besoin de changer l'ensemble de la politique économique de ce pays. En effet, il faut la fin des régimes spéciaux pour les revenus du capital. Alors que les revenus du travail sont mis à contribution, il doit en être de même pour les revenus du capital qui bénéficient d'un régime spécial auquel il faut mettre un terme. D'après l'INSEE, en 2018, les revenus financiers perçus sur les entreprises et les banques se sont élevés à 298,8 milliards d'euros, soit 300 milliards d'euros, et c'était en 2018. Alors que les salaires et pensions sont soumis, eux, à la CSG, à la CRDS, à la CASA, à l'impôt sur le revenu. Nous proposons que les revenus financiers soient assujettis au même taux que les salaires. Le taux de cotisation employeur étant de 10,45%, ce prélèvement pourrait rapporter dans un premier temps 31 milliards d'euros à la branche vieillesse de la sécurité sociale. Et son produit serait appelé à diminuer avec le temps puisqu'il viserait avant tout à dissuader les entreprises de placer leurs profits sur les marchés financiers et à les pousser à les investir pour créer des emplois et pour former les salariés. Moduler le taux de cotisation sociale pour augmenter la masse salariale et contrer les suppressions d'emplois. Soutenir les investissements en faveur de la relocalisation et pour l'environnement. Le taux de cotisation dite patronale serait alourdi pour les entreprises qui délocalisent ou qui précarisent l'emploi, qui rationnent les salaires et les dépenses de formation. À l'inverse, les entreprises qui fondent leur efficacité sur l'embauche et la formation de salariés qualifiés, tiennent leurs objectifs écologiques et de parité salariale, seraient encouragées, avec une progression moindre de leur taux, mais sur une assiette en croissance. Cette modulation apporterait 70 à 90 milliards supplémentaires au bout de 5 ans. Il faut ainsi changer les critères qui président au choix de production, d'investissement, d'embauche, de formation, de recherche, de financement de l'économie. Les exonérations de cotisations appliquées actuellement, le CICE, l'exonération Fillon, seront annulées. Et plus fondamentalement, l'augmentation des salaires est indispensable pour vivre dignement. Nous demandons une hausse de 20% du salaire minimum et une conférence nationale des salaires pour permettre une hausse générale des salaires dans le privé comme dans le public. Il faut aussi changer la politique économique. L'emploi. Le pouvoir s'attaque aux chômeurs et pas au chômage de masse. Au contraire, la création d'emplois augmentera les richesses créées et les possibilités immédiates de financement des retraites. La révolution écologique, la relocalisation de l'industrie, le développement de services publics sur tout le territoire permettent d'envisager la création au minimum de 3 millions d'emplois supplémentaires en 5 ans, soit 10% de la population active, et des emplois bien formés et bien qualifiés.
C'est autant de salariés qui créent des richesses et cotisent au système de protection sociale. 3 millions de personnes, c'est plus de 100 milliards de salaires bruts, soit environ 30 milliards de cotisations sociales supplémentaires, sans compter les économies sur les allocations chômage et les minima sociaux. Cet objectif de création d'emplois est atteignable en développant la formation initiale et continue dans le public, en reconnaissant mieux les qualifications, en développant les investissements grâce à des taux bancaires que nous voulons très bas, et donc en s'opposant au dogme de la rentabilité financière comme guide de décision des entreprises et des banques. Il s'agit de s'appuyer sur un développement de la croissance économique et de l'emploi, une politique active de développement de l'emploi stable et qualifié, accompagnée de gains de productivité dans le cadre de la préservation de l'environnement. Et bien évidemment, quatrième levier, tout aussi nécessaire, mais révolutionnaire tellement l'inégalité est ancrée, l'égalité salariale femmes-hommes apporterait aujourd'hui plus de 6 milliards d'euros supplémentaires pour le financement des retraites. Après 13 lois en 40 ans, les femmes gagnent toujours moins que les hommes à travail de valeur égale. Nous voulons aboutir à une égalité réelle en 2 ans. Bon, Gérard la propose en 6 mois. On prendra bien évidemment, avec une loi contraignante. Les femmes travaillent concentrées dans seulement 12 familles professionnelles sur 87 et qui sont non reconnues et sous-payées, alors que depuis plus de 30 ans, elles sont plus diplômées que les hommes. Elles occupent des postes moins qualifiés, moins valorisés. La société telle qu'elle est organisée les maintient dans un statut d'infériorité. Le patronat utilise le travail des femmes afin d'étendre la précarité, la flexibilité et le temps partiel à l'ensemble du monde du travail. Tous les ans, les femmes travaillent gratuitement au moins 1 mois et demi par an. Non seulement un même travail doit être payé au même niveau, quel que soit le genre du salarié qui l'effectue, mais nous revendiquons qu'à travail de valeur égale, le salaire soit égal. 48% des femmes occupant un emploi sont cantonnées dans 4 secteurs d'activité: la santé et les services sociaux, l'éducation, l'administration publique et le commerce de détail. Une telle répartition des métiers est un handicap pour l'avenir du pays. Quand on sait les difficultés auxquelles s'exposent par exemple les jeunes femmes pour engager un cursus d'ingénieur, alors que la France a besoin de 10 000 ingénieurs supplémentaires par an. Et surtout, une gestion par les intéressés, ce que disait Gérard tout à l'heure. Cette question concerne l'ensemble de la protection sociale. Retraite, maladie, accident du travail et allocation familiale. C'est aux assurés eux-mêmes, donc en premier lieu aux salariés, d'assurer la responsabilité de la gestion. Car ce sont elles et eux qui créent les richesses sur lesquelles est fondé le système. L'ensemble des cotisations, y compris la part dite patronale, est le fruit de leur travail. Il faut donc revoir la composition des conseils d'administration des caisses de retraite, rétablir les élections aux caisses de sécurité sociale, créer les conditions de la participation des travailleuses et travailleurs. Une réforme progressiste des retraites est donc possible si elle met en cause la domination du capital sur le choix d'embauche, d'investissement, de formation, de recherche, de financement des entreprises et au coût qu'elle fait peser sur la société. Quand tout est morose, il faut penser printemps, disait Macron, il y a quelques jours, sans doute enfermé dans sa conception très particulière de l'action démocratique. Les millions de manifestants et les millions de grévistes qui refusent obstinément de travailler 2 ans de plus pour alimenter une logique économique et politique qui conduit au désastre, ils et elles y pensent, elles et eux, au printemps des luttes. Ces luttes qui atteignent cette force et cette détermination grâce à la magnifique unité d'action de l'intersyndicale. Elle ne se dissout pas dans un ensemble gazeux, mais c'est faire une force de ces différences qui convergent vers un but commun, plus de justice, le refus de nouveaux reculs imposés par une idéologie rétrograde qui survit sur un mythe suranné, la concurrence universelle, celle qui suscite les guerres, le racisme, l'immense pauvreté, accolée à d'immenses richesses plus qu'inutiles. Je rappelle ici juste une suggestion avancée par Martinez, Berger et mon camarade Benoît Teste de la FSU. D'un côté, le Parlement, à majorité de droite, s'apprête peut-être à voter la retraite Macron. De l'autre, les millions de grévistes et de manifestants persistent à refuser cette réforme que Macron a de plus en plus de mal à faire avaler à la population. Il reste le référendum. Et ensuite,
Pourquoi pas de nouvelles conquêtes sociales? Un autre monde, fondé sur la justice et la coopération. Tous nous nous y retrouvons, comme devraient et pourraient s'y retrouver toutes les forces politiques progressistes, réunies fraternellement ici ce soir, dans une coopération respectueuse. C'est leur rôle politique et c'est ce que nous espérons, toutes et tous. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Bien, merci Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis aussi très heureux d'être là ce soir et de vous voir aussi nombreux. Je n'en avais aucun doute. Emmanuel l'a dit, vous étiez 22 000 à Pau le 7 mars et ils étaient 23 000 à Bayonne. C'est un record. C'est un record pour notre département. Près de 50 000 personnes dans la rue. Et ce n'est que le début. Et puis, pour faire un peu de chauvinisme, moi qui suis basque et béarnais, j'ai envie de dire que les Bayonnais vous mettent au défi pour mercredi prochain pour être plus nombreux qu'eux. Je suis aussi très heureux d'être là ce soir avec l'ensemble des partenaires de la NUPES sur la scène. Isabelle pour le Parti communiste, Emmanuel pour les écologistes, Franck pour Génération avec qui on a une histoire un petit peu commune, c'est j'ai ferraillé et il continue de ferrailler face à une adversaire commune, la vice-présidente du département, Annie Trundaï, qui, si elle avait été à ma place, je pense, aurait voté cette réforme. Et je suis aussi très heureux d'accueillir Gérard Filoche. Et pour la petite histoire, quelques jours, quelques heures même peut-être, avant la création de la NUPES, j'étais avec Jean-Yves Lalanne, maire de Bière, qui est malheureusement absent ce soir. Nous dissertions de l'avenir de la gauche et il m'avait offert un livre, Union, plaidoyer pour l'unité de la gauche, signé Gérard Filoche. Et quelques jours plus tard, on arrivait à cette union de la gauche que nous voulions tous ici. Et je suis très heureux aussi d'être aux côtés d'Alexis, que je connais bien, que je suis amené à côtoyer tous les mercredis, parce qu'on est les deux membres de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, et membre aussi du conseil d'administration de la chaîne parlementaire que vous avez beaucoup suivi ces dernières heures, ces dernières semaines. Donc très heureux d'être avec vous ce soir. Revenons-en au sujet de la soirée, la réforme des retraites. Ou plutôt la contre-réforme des retraites. Cela a été dit par les prises de parole précédentes, cette réforme elle est injuste, injustifiée, et elle est aussi illégitime. Illégitime sur le fond et sur la forme, et mes propos vont le détailler. Déjà, sur la méthode, ils ont utilisé un projet de loi rectificatif de la sécurité sociale pour faire passer cette réforme. Ils ont utilisé ce projet de loi rectificatif, ce qui nous a empêché d'avoir une véritable étude d'impact fournie pour pouvoir expliquer les effets qu'allait avoir cette réforme. Puis ensuite, ils ont utilisé le 47.1, le fameux 47.1, après les 10 49.3, voilà le 47.1, pour limiter les parlementaires élus par le peuple à 50 jours de débat sur un choix de société, sur quelque chose qui va concerner l'ensemble des Français et qui va pousser dans la précarité des millions d'entre nous. 50 jours pour débattre d'un projet de société. C'était inacceptable. Et puis, nous avons mené la bataille. Parce que cette réforme, elle va impacter les plus précaires, nous l'avons dit, les premiers de corvée, ceux qu'on applaudissait à 20h pendant le Covid, ceux qui perdent leur vie à la gagner, ceux qui ont mal au dos, mal aux articulations malgré leurs fameux exosquelettes, où on a même parlé qu'aujourd'hui les maçons n'avaient pas à se plaindre parce qu'ils avaient des petits coussins pour se mettre sur les genoux. Et on n'a pas besoin de faire l'ENA ou de faire des grandes études pour savoir que l'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre n'est pas la même. On a 7 ans d'espérance de vie de différence entre un cadre et un ouvrier. Et puis les femmes, ça a été dit par Isabelle, par Emma, 60% du coût de la réforme pèsera sur les femmes une fois de plus. 15,8% de différence de salaire, 40%
de différence sur les pensions. On parlera aussi des seniors qui sont impactés, qui sont eux aussi déjà au chômage avant de toucher leur retraite. 35% seulement des seniors travaillent entre 60 et 65 ans. Et puis, j'ai eu la possibilité d'aller chercher certaines archives concernant Olivier Dussopt, et puis c'est Emmanuel Macron qui le disait lui-même. Ça ne sert à rien de faire une réforme des retraites tant qu'on n'a pas réglé le problème du travail des seniors. Visiblement, lui aussi, comme Olivier Dussopt, a retourné sa veste. Et puis, je pense que Franck en parlera. On a aussi, juste avant cette réforme des retraites, parlé, et malheureusement a été votée la réforme de la assurance chômage qui va baisser de 25% la durée de cotisation. Donc on va se retrouver avec des seniors qui seront encore plus tôt au chômage, qui seront encore moins indemnisés et qui finiront au RSA et ici dans les Pyrénées-Atlantiques parce que la majorité de droite et du centre du conseil départemental a choisi des territoires d'expérimentation. Donc ces seniors seront obligés d'aller faire des stages, d'aller donner d'eux-mêmes contre un salaire en dessous du seuil de pauvreté. Donc là aussi, on est dans quelque chose d'inacceptable. Et puis on a les jeunes qui seront confrontés à cette réforme. Et moi, quand j'entends dans les médias, et notamment la majorité, dire pourquoi les jeunes sont dans la rue, ça ne les concerne pas. Moi, mon engagement politique, je l'ai commencé en 2010, contre justement une réforme des retraites, celle de Nicolas Sarkozy. Et on s'est engagé à l'époque, avec mes camarades, comme le font les jeunes aujourd'hui, à la fois par devoir de solidarité envers nos aînés, envers les enseignants qui sont face à nous, mais aussi pour un choix de société. Quelle société voulons-nous? Une société où on tape toujours sur les travailleurs, où on demande toujours plus à ceux qui ont moins, ou une société où on répartit la richesse et où on vise l'égalité et la justice sociale? Pour tous, c'est 2 ans, 2 ans fermes. Et quand la majorité et le gouvernement nous disent qu'ils ne veulent pas créer d'impôts, qu'ils ne veulent pas assommer les ménages, c'est un impôt sur la vie que va créer cette réforme des retraites. Et puis, on n'en a pas beaucoup parlé, même si Emmanuel l'a dit, c'est 2 ans de plus, c'est 2 ans en moins pour s'investir dans nos associations qui font tourner nos sociétés, qui sont là les associations quand l'État, les services publics ne sont plus là par faute de moyens. Et c'est aussi les élus de nos petites communes qui n'auront plus le temps de s'investir. Et puis ça rentre bien dans le schéma, la volonté de certains au sommet de l'État de venir asphyxier, étouffer nos petites communes pour toujours plus de centralité et de verticalité. Alors pour tout ça, on a eu 10 jours. 10 jours pour débattre d'un sujet de société. On a même demandé l'ouverture des week-ends. Pour preuve, j'avais fait ma valise pour 15 jours en me disant « je ne vais pas redescendre, je suis à résidence ». Ils n'ont pas voulu. On a même proposé, nous au groupe socialiste, de reporter notre niche parlementaire qui tombait pile poil au milieu de cette réforme des retraites. On leur a dit « on est prêt à reporter d'1 mois, 2 mois, 6 mois même, ça nous fera une journée de plus pour débattre ». Ils ont refusé. Bon, pour faire de la politique, il faut avoir un peu d'espoir et cette niche nous a permis quand même d'avoir quelques victoires grâce à la motivation, à l'implication de l'ensemble des parties prenantes de la NUPES. On a réussi, contre l'avis du gouvernement et de la majorité, à faire voter la nationalisation d'EDF pour que l'énergie revienne enfin dans le secteur de l'État et revienne dans les mains des citoyens. On a aussi réussi à faire mettre sur la table un sujet, la précarité de nos jeunes, la précarité des étudiants qui font des files d'attente immenses pour pouvoir se nourrir. Ma collègue Fatia Kelouachi de Seine-Saint-Denis a proposé le repas à 1 € pour tous. Il a été vidé de son sens en commission, ils avaient vidé le texte et arrivé le jour dans l'hémicycle. Nous avons réussi à rétablir le fond de la proposition. Et là, la majorité a fait peur. Ils étaient par là, ils étaient partis un petit peu se reposer. Ils sont arrivés en masse dans l'hémicycle. Et leur seule excuse pour ne pas voter cette proposition, c'était de dire « mais on ne va pas donner des repas à 1 € aux enfants de Bernard Arnault ». Voilà l'argument de M. Maillard, chef de file
de la majorité. Donc pour une fois, ils ne voulaient pas faire de cadeaux aux riches. C'est un petit peu ce qu'on leur a dit, mais vous, pour être vulgaire, vous foutez un peu de notre gueule, vous passez votre temps à faire des cadeaux aux riches, et là parce que peut-être qu'un enfant de quelqu'un qui gagne très bien sa vie va aller au Crous, manger un repas à 1 euro, vous êtes contre cette proposition. Enfin bref, ils se sont pris le boomerang en retour dans la tête au vu de la réaction de l'opinion publique. Donc on a mené cette bataille, comme viennent de le faire nos sénateurs, et notre sénatrice Frédérique Espagna qui s'excuse de ne pas être là ce soir, car elle est restée à Paris, notamment pour parler des zones de revitalisation rurale, qui eux ont subi la question, un nouvel article, enfin 2 nouveaux articles pour accélérer les débats, l'utilisation du vote bloqué. Donc nous avons mené la bataille pour démonter point après point les mensonges, les approximations du gouvernement. Sur le financement, on en a parlé à plusieurs reprises. Face à leur proposition d'impôt sur la vie, nous leur avons répondu répartition des richesses, égalité salariale. Si on arrivait à l'égalité salariale, pour aller plus loin qu'Isabelle, selon nos calculs, ça serait 12 milliards d'euros de cotisations retraite supplémentaires si elles étaient payées au même niveau que les hommes. On a aussi parlé d'augmenter la taxation des revenus du capital, des super profits qui, il y a quelques mois, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, n'en avait pas croisé. À force de rabâcher, ils ont fini par admettre que ça existait, mais il ne fallait pas y toucher. On a aussi parlé de la suppression de la flat tax, mais ça non plus, il ne fallait pas y toucher. Et puis, on est ici à Bizanos, on a même eu une proposition d'un grand bolchevique béarnais, un radical, je parle de Jean-Paul Mattei, qui lui-même a proposé à l'époque du projet de loi de finances de taxer les superdividendes. Et ça a même été voté. Sauf que le 49.3 passant par là, ils l'ont retiré du texte. Donc on est revenu à la charge en disant, mais regardez le modèle. Là aussi, on peut aller taxer les superdividendes. Bien sûr, malheureusement, Jean-Paul, entre-temps, s'était fait un peu dégonfler. On a aussi la question, la CVAE, la cotisation pour la valeur ajoutée des entreprises, qui a été supprimée en même temps que cette réforme des retraites. Et c'est à peu près le même niveau que le fameux déficit qui n'est pas structurel et qui pourrait financer justement cette période de quelques années. Et on nous fait croire que la CVAE, c'est pour favoriser les TPE, les PME. Sauf que la CVAE, c'est les grandes entreprises qui la payent une nouvelle fois. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure dans la niche, par contre, faire le bouclier tarifaire pour les TPE, les PME, les artisans, face au prix de l'énergie, ça ils étaient contre. Mais on a réussi, avec la France Insoumise, avec les écologistes, avec les communistes, à faire le tour de force de créer ce bouclier tarifaire. On a continué comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs heures. On a aussi parlé de faire contribuer les hauts salaires, comme le font les Espagnols avec Pedro Sanchez. On a aussi mis sur la table le fait de conditionner les exonérations de cotisation à des règles sociales et environnementales. Puis est arrivée la question de l'article 2 de l'index senior. Une usine à gaz, et je l'admets, moi j'ai rien compris. Je ne sais pas si Alexis, toi, tu as compris quelque chose à leur index, parce qu'après le numéro vert, c'était les index, personne n'a compris, et y compris la droite, qui ne l'a même pas voté, qui a voté contre avec nous. Sauf que la droite sénatoriale a ressorti de son chapeau le CDI senior, qui vient, encore une fois, exonérer de cotisations les entreprises. Et en plus de ce CDI senior, a commencé à poindre, si vous avez suivi l'actualité au Sénat, ce que nous craignons encore plus, et qui se cache peut-être derrière ce projet, c'est la question de la retraite par capitalisation, qui est poussée avec vigueur et force par Eric Ciotti et Bruno Retailleau. Sur les conventions collectives, comme l'a dit Gérard, ils ont dit, mais pourquoi un chauffeur de bus à Paris serait mieux payé qu'un chauffeur de bus à Pau? Et nous leur avons répondu, mais pourquoi vous les nivelez par le bas? Nivelons par le haut. À Paris, on n'arrive pas à recruter des chauffeurs de bus. On n'arrive pas à recruter des chauffeurs de métro. À la SNCF, il y a une pénurie de chauffeurs de train. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas envie de galérer toute leur vie dans des métiers pénibles sans aucune compensation. Ils ne nous ont pas entendus non plus. Et puis, le bouquet final. Le sucre, ce que j'appelle le sucre.
Alexis va bientôt comprendre, dans toute réforme, un gouvernement essaye toujours de mettre un petit sucre pour faire passer la pilule, pour se dire ah, c'est un mal pour un bien. Pendant des semaines, des mois, la majorité, sur tous les plateaux, nous ont parlé de la retraite minimum à 1 200 €. Partout, tout le monde aura 1 200 €. Vous inquiétez pas, cette réforme elle est super. 2 ans, c'est quoi pour 1 200 € pour le reste de sa vie? Sauf que dans l'étude d'impact qui existait quand même, mais qui était amoindrie du fait du véhicule législatif, il n'y avait aucun chiffre, rien, que dalle. Donc on s'est dit bon, quand même, c'est étrange. Donc on a posé la question tous, combien, quand, comment? Pas de réponse. Puis notre collègue Jérôme Gage, député de l'Essonne, on l'appelle inspecteur Gadget maintenant, Gadget même, comme président de la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale, il a été dans les ministères, il a été à la Sécu dire il n'y a rien dans l'étude d'impact, je veux voir, qu'est-ce qu'il y a écrit, c'est quoi les calculs? Rien, que dalle. Il est revenu à l'Assemblée, il a posé la question à Olivier Dussopt. Alors là, du coup, on est passé tout le monde à peu près 2 millions, puis 400 000. Et puis plus on posait la question, moins ils voulaient répondre jusqu'au... Et là, j'ai un trou parce que c'était quand même assez intense, jusqu'au jeudi ou au vendredi, où Olivier Dussopt, ministre, nous a dit « Je n'ai pas de compte à vous rendre ». On est arrivé à une situation où un ministre n'a pas voulu répondre à la représentation nationale, aux représentants du peuple. Mais, vous nous connaissez, on ne s'est pas arrêté là. On a continué de poser la question jusqu'au vendredi soir. On n'a pas eu de réponse, mais on a continué. Donc on a fait un courrier officiel demandant à la Première ministre de nous dire combien de retraités toucheraient la retraite à 1 200 €. Et ils ont été obligés de nous répondre. Entre 10 et 20 000 personnes. On passe de 2 millions de personnes, enfin de tout le monde, à 2 millions, à 400 000, à 40 000, pour 10 à 20 000 personnes, soit 2,5% des nouveaux retraités. Donc soit ils ne savent pas calculer, ils ne savent pas maîtriser leurs chiffres, soit c'est des menteurs. J'ai ma petite idée. Et donc, je vais finir par là. Après avoir retourné sa veste, on l'a démontré, perdu sa calculatrice, comme je viens de le dire, Olivier Dussopt a aussi perdu son dictionnaire. On a vu il y a quelques jours en une du Parisien, c'est une réforme de gauche. Je crois qu'il nous provoque et qu'il veut qu'il y ait de plus en plus de monde dans la rue parce que lui-même ne croit pas à sa réforme et il se dit, s'ils sont encore plus des millions, je vais peut-être pouvoir sortir et dire que je la retire. Et on se retrouve aujourd'hui avec Gabriel Attal qui dit non, moi les réformes c'est ni de droite ni de gauche, mais en général quand on dit ça, c'est que c'est une réforme de droite. Mais le pire dans tout ça, c'est que Olivier Dussopt, mais aussi le gouvernement dans sa globalité, a perdu sa boussole républicaine. Il y a eu un moment dans ces 10 jours qui m'a profondément marqué et dont on n'en a pas forcément beaucoup entendu parler. C'était le vendredi, minuit pile. Enfin, plutôt, midi, 23h59 et 50 secondes. Quand les députés de la majorité et du Rassemblement national se sont mis à faire un décompte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jusqu'à minuit, ils se sont levés, ils se sont applaudis. Et ils se sont mis à chanter la Marseillaise ensemble. Et c'est le Rassemblement national qui a commencé à chanter, et la majorité s'est mise à chanter avec eux. Et on a assisté après à Olivier Dussopt, qui est venu saluer Marine Le Pen, la remercier, tout simplement pour leur absence, parce que le Rassemblement national, on ne les a pas vus pendant 10 jours. Et ce qui nous réunit, en plus de la volonté de justice sociale à la NUPES, c'est notre combat contre l'extrême droite. Et ce que fait Emmanuel Macron, en faisant du déni de démocratie, c'est alimenter le Rassemblement national pour 2027. Il est dans la stratégie « après moi le chaos ». Et c'est là où est notre défi, à nous la NUPES. C'est de parler à ces gens qui sont en colère, de parler à ceux qui sont déçus, de leur dire que notre avenir est possible, qu'ensemble on peut gagner, et on va le faire, on va gagner, et on va leur faire retirer leur réforme. Et pour finir, il faut continuer ce combat.
ça ne s'arrête pas mercredi non plus. On a demandé à ce que, le président Vallaud a demandé cet après-midi à ce que la commission mixte paritaire soit publique. Que les Républicains ne puissent pas faire leurs petits arrangements dans leur coin avec la majorité. Que l'ensemble des citoyens puissent regarder ce qui se trame dans les bureaux. Parce qu'ils ne sont pas au complet. Les sénateurs ont voté, la droite et la majorité gouvernementale ne sont pas au complet. Il y a plus de 50 personnes, 50 sénateurs de la majorité qui se sont soit abstenus ou soit qui n'ont pas voté ou qui ont voté contre sous la pression populaire. Parce que quand ils rentrent sur leur terrain, quand ils rentrent sur leur circonscription, ils vous voient et ils ont honte d'assumer de voter une telle réforme. Alors il faut continuer la pression populaire parce que nous, députés, nous serons peut-être amenés à voter le 16. Et il faudra que les députés de la majorité du département et de l'ensemble du territoire aient le courage d'assumer leur vote. Alors maintenant la pression et on peut gagner, on va gagner. Merci Iñaki. Franck. Voilà donc maintenant Franck Lamas. Bonsoir mes chers amis, alors je passe après Iñaki, avant Alexis. Je vais faire de mon mieux. D'abord je voudrais... merci D'abord, je voudrais excuser Sophie Tallier-Polian, qui est notre députée à Génération et qui, au dernier moment, n'a finalement, pour des raisons familiales, pas pu se rendre ici. Et donc, il me revient la tâche, le plaisir d'intervenir au nom de Génération aujourd'hui. Et donc, en venant ici, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Eh bien, d'abord, je voudrais vous dire merci, sincèrement. Merci d'être si nombreuses et si nombreux ce soir, parce que on a un objectif, on a tous le même objectif, et il est dans la lutte. La lutte, parce qu'il s'agit d'une lutte des classes aujourd'hui. Nous devons être nombreuses et nombreux pour dire non à cette réforme et faire plier le gouvernement. Parce que ce qui se joue là, mes amis, c'est deux visions de notre société, du modèle de société, deux visions du travail. La première, c'est celle de l'ultralibéralisme, c'est celle de Emmanuel Macron et de son gouvernement. Une vision dans laquelle le travail, c'est l'épuisement, dans laquelle le travail, c'est synonyme d'arrêt maladie, de souffrance, bref, travailler jusqu'à la dernière goutte de sueur. Parce que comprenons bien qu'aujourd'hui, déjà 20% des travailleurs les plus pauvres ne connaissent pas de retraite parce qu'ils sont déjà morts. 20%. Demain, avec cette réforme, ce sera 9000 travailleurs par an supplémentaires qui ne connaîtront pas de retraite et nous devons l'empêcher. Notre vision, elle est totalement opposée à celle-ci. Nous, on a une vision humaine. On veut faire du travail un outil d'émancipation. Un travail synonyme d'épanouissement, mais aussi une vision dans laquelle, eh bien, au travail, on est bien dans notre corps, dans notre esprit, avec des salaires décents et des conditions de travail décentes. C'est ça notre objectif, mes amis. Je voudrais d'abord commencer par vous dire sur cette réforme, au-delà de son caractère injuste, et même son caractère dangereux, je vais y venir, d'abord sur l'inutilité. Cette réforme, elle est profondément inutile. Il faut bien le comprendre. Non, le système tel qu'il est aujourd'hui ne va pas disparaître du jour au lendemain, il ne va pas s'écrouler, et le corps, il ne cesse de nous le rappeler jour après jour. C'est un argument fallacieux. C'est fait pour qu'on travaille toujours plus longtemps. Ensuite, il faut bien comprendre que ce que le gouvernement prétend gagner quelque part sur nos retraites, ça va en réalité nous coûter extrêmement cher d'un autre côté. Parce que combien d'accidents du travail supplémentaires, combien d'arrêts maladie supplémentaires, combien de burn-out supplémentaires, combien de chômage supplémentaire, tout ça, ça aura un coût sur notre société encore plus conséquent que ce que veut gagner Emmanuel Macron. Et enfin, le plus évident, cette réforme, elle est totalement inutile parce que l'argent, il existe en France. On n'a jamais été aussi riche, mes amis. L'argent, il existe en France. Où ça? Dans la poche des plus riches, dans la poche des ultra-riches. Et c'est là-bas qu'il faut aller le chercher. Emmanuel Macron, ces dernières années, il a supprimé l'ISF. Il n'a cessé d'octroyer des cadeaux au CAC 40, d'exonérer d'impôts les grandes sociétés. Et il demande à présent, à vous, à nous, de faire des efforts, de travailler plus longtemps. C'est absolument indigne. C'est indigne et c'est injuste. Et c'est finalement tout ce qui caractérise cette réforme, l'injustice. Comment accepter qu'on demande à une aide à domicile de se tuer à la tâche quand
À côté, la fortune de Bernard Arnault a augmenté de 100 milliards d'euros en 2 ans. C'est absolument injuste. Comment accepter qu'un ouvrier exposé aux produits chimiques toute sa vie, eh bien, va bosser 2 ans de plus quand, à côté, certains grands groupes licencient pour, vous savez, rassurer les marchés financiers. C'est absolument injuste. Comment accepter qu'on impose à un carrossier de trimer jusqu'à 64 ans quand on sait que ces 2 dernières années, Total n'a pas payé d'impôt sur les sociétés en France? C'est profondément injuste. Et nous le refusons. Cette injustice, comprenons bien qu'elle est voulue, elle est institutionnalisée. Par qui? Par la droite. Parce que la droite, c'est quoi? Il n'y a qui l'a dit, la droite, c'est la réforme du chômage, qui diminue les allocs et qui diminue le temps d'indemnisation, comme s'il existait un fameux lien entre retour à l'emploi et baisse des indemnités. C'est pas vrai. C'est faire des économies sur les plus pauvres. La droite, c'est quoi encore? C'est la réforme du RSA. Réforme basée sur le chantage, où l'on va contraindre les bénéficiaires qui sont au RSA à travailler gratuitement 15 à 20 heures d'activité par semaine. C'est un temps partiel, les amis. Un temps partiel gratuit pour lequel vous n'allez pas pouvoir cotiser pour votre retraite et que vous n'aurez pas le choix d'accepter sous peine de perdre vos cotisations. C'est ça le modèle de justice voulu par Emmanuel Macron et que nous refusons toutes et tous ici. Enfin, c'est une injustice qui se vérifie à tous les âges de la vie. À tous les âges de la vie. Vous avez 18 ans, vous devez cumuler les petits jobs pour financer vos études. Vous faites la queue à la soupe populaire parce que c'est la réalité. C'est la réalité aujourd'hui en France. Vous faites la queue à la soupe populaire et le gouvernement, qu'est-ce qu'il vous répond? Il diminue vos APL et il refuse de vous accorder les repas à 1 euro. C'est ça la vision du gouvernement. Vous avez 58 ans aujourd'hui en France. Vous faites l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est le joli mot qu'on donne au licenciement. Vous êtes licencié par votre patron. Eh bien, vous serez encore au chômage plus longtemps, puisque vous devrez partir à la retraite 2 ans plus tard. C'est ça la vision du gouvernement et c'est celle qu'on refuse aujourd'hui. Et puis, que dire de cette réforme concernant les femmes qui, comme toujours, comme d'habitude, eh bien, font les frais des injustices, elles qui ont, on le sait, souvent le plus les carrières hachées et qui sont finalement contraintes de cotiser plus longtemps que les hommes. Voilà l'injustice de cette réforme. Et au-delà de l'injustice, c'est aussi une réforme qui est tout simplement dangereuse. Elle est dangereuse pour notre démocratie. Combien nous étions dans les rues, mes chers amis? Combien? La majorité des Français ne veulent pas de cette réforme. 70%, plus de 70% des Français sont contre. 3,5 millions de personnes dans la rue, des grèves partout, des grèves reconductibles, des manifestations inédites aussi dans les Pyrénées-Atlantiques. Et que répond Macron? Que répond Macron face à cette grogne populaire? Il refuse de recevoir les syndicats, c'est un premier élément. À nouveau, on nous menace du 49.3, comme si on n'en avait pas eu assez. Et le plus insupportable, ce sont ces leçons de morale, selon laquelle on serait des feignants qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas faire d'efforts pour ce pays. On serait des agitateurs, des fauteurs de troubles, alors que c'est bien le gouvernement qui est la cause de tout cela. C'est bien à cause de ce que souhaite faire le gouvernement que l'on est dans la rue 2 fois par semaine, mes chers amis. Et finalement, comme depuis 2017, on se confronte au mépris. Et c'est ça le plus important, le plus insupportable. Le mépris de Emmanuel Macron, le mépris de son gouvernement, son arrogance, sa déconnexion à la réalité. Qu'est-ce qu'il connaît du monde du travail, Emmanuel Macron? Rien. Qu'est-ce qu'il connaît des usines, Emmanuel Macron? Rien. Qu'est-ce qu'il connaît des fins de mois? Est-ce qu'il sait ce que c'est de respirer des produits chimiques sur un chantier, dans les usines? De soulever une personne âgée, d'aller la lever le matin, la coucher le soir? Est-ce qu'il sait ce que c'est de manier un marteau-piqueur sur les chantiers? Il ne connaît rien du tout. Il ne connaît rien du travail et pourtant il nous impose cette réforme absolument injuste. Je conclurai en laissant la parole à Alexis pour vous dire que il y a vraiment quelque chose qui se joue aujourd'hui, mes amis. On a un devoir de réussite, une responsabilité collective. Si on laisse passer cette réforme des retraites, mais Emmanuel Macron et son gouvernement,
Ils ne s'arrêteront pas là. Ils vont s'attaquer à tous les autres acquis sociaux. Ils vont s'attaquer aux 35 heures. Ils vont s'attaquer aux congés payés. Ils vont s'attaquer au droit de grève, au droit de manifester. On ne peut pas laisser passer ça. Et si on le fait plier, mes amis, et c'est ce que l'on va faire, on va le faire plier. Si on le fait plier, on imposera un autre rapport de force et on pourra bloquer d'autres réformes qui nous attendent, des réformes de casse sociale. Mais aussi, mes amis, on pourra imposer nos solutions, la hausse du SMIC, le partage du travail et des richesses, le minimum jeunesse, les 32 heures, la semaine des 4 jours et bien d'autres réformes, les amis. Alors, Gérard le disait aux journalistes tout à l'heure, on tient le bon bout. Mais évidemment qu'on tient le bon bout. On était 22 000 à Pau. Ils étaient 23 000 à Bayonne, on était 3,5 millions en France. Alors évidemment qu'on tient le bon bout et on va empêcher ce gouvernement de faire passer cette réforme. Rendez-vous mercredi. Merci. Merci Franck. Merci Franck pour ce pied levé. Merci. Je suis le dernier orateur et je me dois donc de remercier particulièrement, même si ça a été évoqué, tous ceux qui ont permis que cette réunion ait lieu. Je sais, parce que c'est un travail militant, rien ne s'est fait tout seul. Vous savez, les chaises ont été posées, les affiches collées. Et à travers ce salut, je veux saluer bien sûr ce qui est le sel de toute chose, l'action militante. Le fait que des femmes, des hommes, comme vous ce soir, ont consacré du temps pour une idée, des grandes idées. Merci donc à vous tous, merci à Bénédicte. Et notamment, qui sont venus nous chercher. Puis merci aux orateurs, Isabelle, Emmanuel, Franck. C'est la première fois que je les rencontre, mais ça sert aussi à ça, ce genre de meeting. On se rencontre, on s'écoute. Iñaki, bien sûr. C'est pas évident, j'en dirai 2 mots, je terminerai là-dessus, sur le fait qu'un député socialiste fasse tribune commune avec un homme comme moi. Que non seulement on fasse tribune commune, mais comme il l'a dit, on s'apprécie et on mène des bagarres ensemble à l'Assemblée nationale. Et puis il y en a un, vous savez à quoi sert ce genre de réunion? À se rassembler comme une force, à se donner de la confiance mutuelle, à échanger des arguments que demain, sans doute, dans un repas de famille, dans un lieu de travail, auprès d'un ami, vous partagerez. Et il y a un militant qui, depuis des années, fait ce travail. Je voudrais que vous compreniez toute l'importance, toute la valeur que vous avez à avoir entendu ici Gérard Filoche. Parce que sur la question de la retraite, sur la question du droit de travail, Gérard, depuis des années, est un homme qui forge les arguments, fait partager les arguments et nous rend collectivement plus forts. C'est pas rien. Vous savez, il y a une chanson, vous la connaissez, qui dit « Du passé, faisons table rase ». La chanson est belle, mais ce moment-là, on peut en discuter parce que je pense qu'il n'y a rien sans mémoire, sans transmission. Et c'est aussi ça qu'on fait ce soir. Donc Gérard est de ceux qui transmettent. Et je tiens à le remercier parce que c'est quelqu'un de suffisamment exceptionnel pour qu'une fois de plus, vous mesuriez toute l'importance, au moins une fois dans votre vie, peut-être que vous l'avez entendu avant, d'avoir pu entendre Gérard Filoche. Merci Gérard. Alors vous êtes là. Je vois les visages. Je vous connais, je vous reconnais, même si on ne se connaît pas, mais je sais qui vous êtes. Vous êtes venus bien sûr pour vous, mais pas seulement. Parmi les choses qui me dégoûtent le plus dans ce que dit Gabriel Attal, il en dit beaucoup, c'est notamment quand il dit pour les générations futures, il faudrait faire cette mauvaise réforme. Vous êtes là pour les générations futures. Parce que vous savez précisément que vous ne voulez pas imposer cette régression sociale aux générations futures. Peut-être que vous êtes déjà à la retraite, je vois vos visages. Mais vous, oui. Mais vous venez par un acte de solidarité. Et en venant ici, vous ne le faites pas pour des intérêts égoïstes, mais pour une certaine conception du pays, de la République. Précisément parce que vous avez une grande idée, qui, ce que vous avez fait, vous allez non seulement transmettre peut-être quelques biens, ce que je vous souhaite, mais aussi des valeurs. Et en menant ce combat, une fois de plus, ce que vous cherchez à faire, c'est rendre le pays plus beau et le pays meilleur. Donc merci. C'est important.
C'est une aussi des dimensions de la lutte. Nous ne voulons pas nous faire imposer ces régressions culturelles, idéologiques, égoïstes, qui visent à faire chacun d'entre nous un individu uniquement intéressé par sa propre personne. Vous savez que si le mot de république a un sens, c'est si c'est une république sociale. Le cadre qui permet de faire nation, c'est un ensemble de droits, de lois, et notamment de lois sociales. Et comme vous avez de la mémoire et de la culture, vous savez que rien n'a été donné. Tout a été conquis par des mobilisations et par des victoires électorales. Et finalement, cette bagarre sur les retraites est une des étapes, un des maillons de cette longue chaîne qui nous relie depuis des siècles à ceux qui luttent. Moi j'ai 54 ans, je ne les fais pas comme dirait l'autre, mais quand j'ai commencé à bosser, la retraite était à 60 ans. On est passé à 60 ans en 2010, et maintenant ils veulent nous imposer 64. Ce que je veux illustrer par là, c'est que vous savez, tout est matière en permanence de tension, de rapport de force. Ils nous ont rien donné. Il a fallu attendre 1936 pour que pour la première fois, on puisse bénéficier de 2 semaines de congés payés. Ils écumaient de rage, déjà à l'époque. J'ai entendu tout à l'heure, je sais que plein d'entre vous mentionner l'histoire de la fainéantise, le droit à la paresse. Tout simplement parce que 2 semaines de congés payés avaient été obtenues et qu'un ministre, qui était secrétaire d'État d'ailleurs, Léo Lagrange, s'occupait de ça. La droite et l'extrême droite appelaient le ministre de la paresse. Toujours ce mépris. Tout simplement parce que nous voulons vivre mieux. Parce que nous pensons qu'un temps de vie qui n'est pas directement relié à une activité marchande, et ce qu'il y a aussi de précieux, est un temps d'émancipation, un temps utile. Oui, nous avons droit à des congés. Oui, nous avons droit à une retraite. Oui, nous avons droit à une retraite qui est un temps nouveau de la vie. 40% des maires de communes sont des retraités. 39% des présidents d'associations sont des retraités. Et Gérard l'a dit, c'est les plus belles années, c'est 60 à 65 ans. Tout ça, ils veulent nous le reprendre. Donc ce que vous faites actuellement dans cette mobilisation n'est pas une petite affaire. C'est une étape d'un long combat social qui dure depuis des siècles et qui définit la nature du pays dans lequel nous voulons vivre. Parce que vous aimez la France, vous aimez un pays social, un pays dans lequel la journée de travail est limitée, la rémunération, le salaire et le droit à la retraite. Et vous savez, parce que vous avez la mémoire, qu'il a fallu attendre 1981 pour que la retraite soit à 60 ans. Vous l'avez gagné par des luttes, 68, les années 70 et la victoire politique. Il y a donc un lien entre les luttes sociales et les victoires électorales et politiques. Un lien évident. Et c'est ça qui est en train de se jouer. Alors, bon, beaucoup de choses ont été dites avant moi, bien dit. Vous avez compris. Bon, de toute façon, ça a été démonté magistralement par les uns et les autres. Le système des retraites n'a pas de problème systémique. Il y a éventuellement un problème de recettes. Ben oui, ballot, pourquoi il y a moins de recettes dans le système des retraites? Le ballot, ça s'adresse au gouvernement, c'est que depuis des années, vous menez des politiques libérales qui souvent ont pour première mesure qu'ils exonèrent des cotisations. Bah oui, alors il y en a un peu moins qui rentrent. Donc on peut déjà décider qu'on va revenir sur ces exonérations de cotisations. Ça fait rentrer 2 milliards ici, au minimum, si on s'en prend seulement à des exonérations qui sont totalement injustes, celles qui touchent notamment les exonérations pour les salaires qui font 2 fois et demi le SMIC, mais on estime au moins qu'il y a près de 90 milliards de différentes niches fiscales et exonérations dans lesquelles on peut puiser. Faites-vous plaisir là-dedans. On peut même ne pas toutes les remettre en cause. Mais si on en remet en cause certaines, ce que je dis n'est rien d'incroyable, hein. C'est tout simplement de dire, bon, ben, telle ou telle mesure d'exonération, de cotisation, qui n'a aucun effet d'ailleurs sur l'emploi, on y revient. C'est-à-dire, les entreprises cotisent à hauteur de ce qu'elles doivent cotiser, ou notamment de ce qu'elles cotisaient, notamment en 2018 encore. Revenons à ça. Ça a été dit, j'insiste, l'égalité homme-femme, vous savez, la grande cause du quinquennat précédent, paraît-il. Ils ont fait, paraît-il, un index sur l'égalité homme-femme. Vous voyez l'efficacité que ça a. Encore aujourd'hui, les femmes perçoivent une différence de 16,8% de salaire entre hommes et femmes, et à poste égal, encore de 5,3%.
Si on revient là-dessus tout simplement. On met en place l'égalité homme-femme au niveau des rémunérations. C'est, nous disent nos amis économistes, 11 milliards qui rentrent. Faisons-le. Les salaires. Allez, je vais être timoré. Il y a une inflation actuellement qui est de 6% en moyenne. C'est la moyenne. Hein. Vous avez vu, je ne sais pas, c'est le Parisien. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle chez vous le Parisien. Ça s'appelle aujourd'hui en France. Donc, un tableau qui montre quand même que sur les produits de première nécessité, la bouteille d'huile, le litre d'huile, là, c'est du 11, du 12%. Je propose une augmentation de salaire de 4%. Alors, vraiment, je suis petit bras. Si on augmente seulement les salaires de 4%, c'est 12 milliards de cotisations qui rentrent dans le système des retraites. J'arrête là, les copains l'ont fait bien avant moi. Vous voyez, des choses toutes simples, qui ne bouleversent pas, que ce soit une mesure de justice sociale évidente, ou tout simplement une remise un peu à l'endroit de ce qui a été mis à l'envers. Et ils ne veulent pas le faire. Parce que précisément, leur objectif est de déséquilibrer ce système qui est une belle conquête sociale. Celle, en quelque sorte, une mise en commun d'une part de votre salaire pour que vous puissiez bénéficier, que nous puissions bénéficier d'un droit à la retraite. Pourquoi le font-ils? Plusieurs théories existent. Peut-être aussi parce que dans cette baisse des cotisations ou des pensions que ça va entraîner, peut-être que certains d'entre vous, d'entre nous qui en auront les moyens, se diront je vais peut-être participer à telle ou telle assurance privée, etc. Aujourd'hui, bien sûr, c'est pas le sujet, mais ça viendra demain. Et on va progressivement privatiser quelque chose et le ramener uniquement à un rapport individuel. C'est là l'enjeu. Alors, dans tout ça, nous menons une bataille qui, vous l'avez compris, ni juste ni justifiée. Cette réforme est profondément antisociale. Mais elle est profondément antidémocratique. Et elle est rendue possible parce que nous avons un problème démocratique. La tâche de la lutte est évidemment d'obtenir l'abandon de cette réforme. Mais nous devons aussi à cette occasion nous dire que nous avons, si nous sommes attachés à l'idée qu'il n'y a pas de république, s'il n'y a pas de pleine expression de la souveraineté du peuple, un problème d'ordre démocratique. Vous dites sans trop, il exagère un peu quand même, la France est une démocratie de fort basse intensité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a 48,7 millions d'électeurs. Il y a dans ce pays, et je le regrette d'une certaine manière, mais ce serait l'occasion de notre meeting une autre fois, un présidentialisme qui nous casse les pieds au bout d'un moment et qui en fout. Mais c'est l'élection auquel nos concitoyens, vous tous, nous rendons le plus. 70% de participation à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Bref, 48,7 millions d'électeurs. À l'occasion de l'élection présidentielle, combien il y avait de candidats? 9 ou 10? Il y en avait 3 qui étaient dans leur programme favorable au fait qu'on travaille plus longtemps. Je rappelle leur nom parce que quelque part, montre un peu la nature des choses. Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Éric Zemmour. Un beau trio. Ces 3 candidats qui ont fait campagne ont obtenu 13 millions de voix, tout additionné, sur 48,7. Ça veut dire 28% des électeurs. Ça veut dire que 72% des électeurs, lorsqu'on les a invités dans ce grand débat à l'élection présidentielle, ont dit on ne veut pas rallonger la durée de temps de travail. Puis il y a eu le second tour. À l'occasion du second tour, pour des raisons que vous savez, c'est Emmanuel Macron qui s'est retrouvé confronté à la candidate d'extrême droite. 28% de nos concitoyens sont allés voter au second tour devant ce choix qui leur semblait fort épineux. C'était historique, on n'avait jamais vu une abstention aussi importante. Mais toute une série d'entre nous, et pour ma part, je ne les désapprouve pas, voire même je les comprends fortement, ont tout fait pour mettre en barrage à l'extrême droite. En étant radical désaccord avec le programme d'Emmanuel Macron, mais sur une chose, pas d'extrême droite. Emmanuel Macron, au soir du second tour, vous vous souvenez, a dit la chose suivante, je le cite de mémoire, ce vote m'oblige. Je sais que beaucoup de nos concitoyens qui ont voté pour moi ne l'ont pas fait pour mon programme, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Vous savez quoi, pour une fois, il avait raison. Sauf que vous êtes dit, ce vote m'oblige, vous êtes dit, il l'oblige au moins à tenir compte du fait qu'on n'était pas d'accord avec lui. Ben pas du tout, ça l'obligeait en fait à vous faire travailler 2 ans de plus. Je plaisante, mais les conséquences risquent d'être terribles. L'élection législative qui suit, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, et en particulier depuis l'histoire de l'inversion, enfin depuis du quinquennat,
le parti du président de la République n'obtient pas de majorité à l'Assemblée nationale, notamment pour une raison. C'est que ces candidats avaient sur leur programme marqué retraite à 65 ans. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de majorité dans le pays pour la retraite à 64 ans, ça a été pointé. 93% des actifs sont contre. 68 à 70% de la population dit qu'elle est contre. À l'occasion de la plus grande consultation démocratique qui a eu lieu, à savoir le premier tour de l'élection présidentielle, très minoritairement ceux qui étaient favorables à l'allongement de la durée de travail pour bénéficier d'une retraite, donc seulement un petit tiers. Pas de majorité à l'Assemblée nationale, et pourtant ils veulent imposer. Il y a là un sujet qui est d'ordre démocratique, fondamental, d'une brutalisation de toute vie politique commune fondamentale. Non seulement c'est antisocial, mais c'est antidémocratique. Et Emmanuel Macron prend le risque de briser le pays dans ce qui constitue entre nous une forme de consentement politique qui est dû à une chose en général. Si vous dites, bon allez, je ne suis pas d'accord avec ce que fait le président, quand c'est pas le vote qui a été élu, mais quelque part la consultation démocratique a tranché, je m'incline. Mais par cette brutalisation qu'il est en train de faire, c'est l'idée finalement que plus rien ne sert d'aller voter. Et il le fait dans un contexte en plus, où la menace extrême droite est telle que celles et ceux parmi vous qui se disent qu'en dernière analyse, et je les comprends et je les soutiens, que tout sauf l'extrême droite se trouve une fois floué par ce geste brutal qu'est en train de faire Emmanuel Macron, et peut-être demain ne le feront plus. Alors monsieur Macron, si vous m'écoutez, cessez cette irresponsabilité. Non seulement vous voulez faire du mal à des millions de nos concitoyens, parce que concrètement, la dernière fois quand on est passé de 60 à 62 ans, c'est 300 000 personnes qui sont passées au RSA. Et que sans aucun doute que ces 2 ans de plus auront la même conséquence. Mais en plus, vous prenez le risque de faire éclater véritablement toute vie commune politique, en livrant ce pays peut-être la prochaine fois à l'extrême droite. Nous en sommes là. Et c'est pourquoi la lutte que vous menez, que nous menons, elle porte en elle non seulement un projet social fondamental, non seulement une question de dignité des milieux populaires, non seulement une action puissante du salariat, qui n'accepte pas de se voir ainsi faire les poches, mais elle porte aussi en elle, fondamentalement, l'amour et le respect de la démocratie. Et l'amour et le respect de la souveraineté populaire. C'est ça le combat. Et allez dire à ceux, s'il y en a dans la salle, vous êtes les bienvenus, qui avaient voté pour le RN. Je dis les bienvenus parce que ce genre de réunion est aussi pour convaincre. Savez-vous que les députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale ont déposé moins d'amendements encore que les députés du groupe Renaissance? C'est-à-dire ils ont moins à dire sur ce projet à 64 ans que les députés macronistes. Allez dire aussi que, parce que moi j'ai présenté un projet de loi qui voulait mettre le SMIC à 1 700 €, et que le Rassemblement national, lui, n'est pas pour l'augmentation des salaires, mais pour, disent-ils, la baisse des cotisations pour les passer en salaire direct. Et que c'est précisément le fond du problème. Donc allez dire à ceux qui sont parfois intéressés ou bernés par l'extrême droite, qui sont en train de voter pour une force qui ne mène pas la lutte actuellement et qui même, par la manière dont elle conçoit les choses, précisément dans une fausse augmentation des salaires qui vise à affaiblir notre système des retraites. Et enfin, pour ceux qui seraient tentés par l'extrême droite, comprenez bien le mépris qu'elle a en permanence en direction des organisations syndicales, qui aussi à l'heure actuelle sont en train de mener un combat particulièrement précieux qu'il nous faut saluer et applaudir. Parce que ce sera la fin et la dernière partie de mon propos. Vous l'avez compris, ce qui se passe à l'heure actuelle va écrire une page nouvelle pour l'histoire du pays. Fondamentale. Fondamentale. Ce qui sortira de tout ça aura des conséquences pour la suite. C'est un certain moment de vérité. J'ai fait le malin au début en disant, j'ai compris qu'il y a des anciens dans la salle, et en plus ça me fait toujours plaisir parce que eux ils ont la mémoire des luttes. Mais vous le savez que ce qui est en train d'avoir lieu, une telle unité syndicale est quelque chose de précieux. Ça n'arrive pas tous les jours. Et que quand de la CFDT, CGT, France Ouvrière, FSU, l'UNSA, tout le monde se retrouve, c'est fort, c'est puissant, ça met des millions de personnes dans la rue. Ça aussi, quelque chose qu'il faut dire, choyer. Les camarades qui ont de l'expérience, dites-le peut-être plus impétueux dans la période qui va s'ouvrir. L'unité syndicale. À des motifs d'engueulade, il y en a plein entre nous. Mais l'unité, il va falloir maintenir l'unité. Idem pour l'unité politique. J'ai commencé en saluant
le plaisir que j'avais à être avec Iñaki, à être avec les camarades aussi, du Parti communiste, d'Europe Écologie Les Verts, de Génération, etc. L'unité politique de notre camp, ça aussi c'est précieux. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous partagez ça avec moi. Et le message, je ne vais pas parler de manière codée, je le lance à tout le monde et à bon entendeur, salut. Pas de division. Pas de division. On peut discuter de la stratégie dans la période qui va venir, évidemment. Mais rien ne doit aujourd'hui être utilisé pour affaiblir ce camp social et ce camp politique. Ou alors franchement, c'est rendre service à Emmanuel Macron. Alors le moment où nous en sommes, je vais aller à l'essentiel parce qu'il n'y a qui la vie. La semaine qui vient, la lutte, on est dans un moment mais on peut gagner évidemment. Cette semaine est très importante. Le 15 mars, à l'invitation de l'intersyndicale. Puissants et mobilisés, il faut que nous soyons des millions en France à être dans la rue mercredi 15. Encore, d'accord, les amis, ne doutez pas, même si samedi c'était un peu moins que les journées précédentes, mercredi il faut être des millions. Pourquoi? Parce qu'il y a une articulation entre ce qui va se passer mercredi et ce qui va se passer le jeudi 16 mars. J'explique, même si vous avez entendu ce qu'a dit Iñaki. Toute cette histoire de brutalisation de la représentation nationale, c'est cet article qu'on connaissait même pas, le 47.1, c'est un truc en gros qui dit qu'au bout de 10 jours, les députés doivent arrêter de discuter quel que soit où ils en sont, et puis ça part au Sénat, et puis ça revient, créer les conditions qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Vous avez une réunion qui s'appelle la commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale, qui va se réunir jeudi. 14 personnes, 7 députés, 7 sénateurs. Et ils vont se mettre d'accord entre eux pour savoir quel texte, finalement, s'ils arrivent à se mettre d'accord, est soumis au vote à l'Assemblée nationale. Vous suivez qu'à l'Assemblée nationale, on s'est arrêté à l'article 2. Il y en a 20 là. Donc déjà, l'Assemblée nationale n'a pas discuté les textes. Et pourtant, vous avez des gens, ça va en quelque sorte un peu chercher à se mettre d'accord. On ne sait pas sur quelle base, d'ailleurs, démocratique. S'ils arrivent à se mettre d'accord, il y aura un vote dit solennel, jeudi 16, aux alentours de 17h, si je ne me trompe pas. Les amis, à l'heure où je vous parle, je ne vends aucune promesse ni aucun rêve. Seule la lutte déterminera le résultat de tout ça à l'arrivée. Mais les mobilisations et les manifestations, évidemment, font une pression sur tous les députés, quelle que soit leur famille politique. Évidemment, il ne s'agit pas de convaincre Iñaki et moi, c'est pourquoi on vote. Mais laissez-moi vous dire qu'au sein des Renaissances, il y en a qui ont des abeilles. Et vous avez même suivi qu'au sein des députés LR, c'est la droite, il y en a qui ont plus que des abeilles. Donc le vote est incertain. Donc le 15 des millions, pour que le 16, toute une série de gens se disent « Oh là là, mais moi je vais... Ok, je me suis fait élire avec l'étiquette LR, mais les gens pour qui j'ai voté, qui ont commencé à bosser tôt, ça existe, hein, les gens de droite modestes, hein, vous les connaissez. Hein. Il y a des gens, c'est des travailleurs qui ont commencé à bosser à 16 ans, ils votent à droite. Ils sont comme nous, mais ils n'ont pas envie de se manger 2 ans de plus. Et ils vont engueuler leurs députés. Donc on peut avoir une situation où on les met en minorité. Alors peut-être qu'ils utiliseront le 49.3, c'est le truc brutal. Mais tout ça sera une succession d'affaiblissement. Vous voyez la semaine dans laquelle elle est? Et puis on va continuer la lutte après, c'est évident. Et s'il faut en amener la bataille pour qu'il y ait une motion référendaire qui puisse avoir lieu. C'est-à-dire le fait d'imposer la possibilité que le peuple soit consulté par référendum. C'est là-dessus que je voulais terminer. Tiens, je voulais le dire avant, pardon, parce que je sais que je suis trop long. On est à Pau, à côté. Moi, je suis de Seine-Saint-Denis, Bizanos, c'est Pau. Le maire de Pau, il s'appelle François Bayrou. Alors, monsieur Bayrou, si vous m'entendez. Bayrou. Ah. J'essaye de lui expliquer comment on parle. Alors, monsieur Bayrou, j'ai vu que vous avez déclaré la chose suivante. Je le cite. J'ai toujours, tout au long de ma vie, défendu l'idée que devant les extrêmes difficultés d'une réforme des retraites, les trancher par un référendum des Français était la meilleure méthode pour éviter le blocage. Alors, monsieur Bayrou, si vous êtes un homme de parole, vous avez 51 députés du Modem. Faites en sorte que vos députés du Modem ne votent pas le 16 et demandent, comme vous le demandez, un référendum. On va gagner les amis, merci de m'avoir écouté.
soit contraire, il passe des promenades, du jardinage et du bricolage.